Alors, on a fait allusion plusieurs fois depuis le début de cette conférence dans l'existence de dispositifs dans lesquels on enseigne des disciplines, j'allais dire, ordinaires dans une langue étrangère. Alors, je me trompe peut-être moi dans les acronymes, je ne suis pas familier, c'est peut-être EMIL, LNV, des choses comme ça. Bon, à force de les voir passer, je commence à m'acculturer. Donc, on va aborder ce problème de front maintenant avec Rita Carroll de l'Université de Strasbourg. À quelles conditions peut-on enseigner une autre matière dans une langue étrangère? Bonjour. Cette conférence interroge l'enseignement des langues vivantes à l'école française et je vous propose d'intégrer dans la réflexion les trois approches que vous trouvez dans le sous-titre, à savoir l'enseignement immersif, EMIL et l'enseignement bilingue paritaire, puisque les trois approches profitent d'un grand renom sur le plan international. Mon exposé vous les présentera en suivant le plan suivant. Tout d'abord, j'exposerai ce qui caractérise les trois approches. Je préciserai ensuite ce qui les relie et quelques particularités de leur enseignement. Un état de lieu de la recherche internationale révélera les bénéfices et les déficits pour l'apprentissage. Et je terminerai par un retour à l'école française en évoquant les difficultés qu'elle devrait affronter au cas où elle souhaiterait généraliser l'enseignement des langues vivantes au moyen de disciplines non linguistiques. Qu'est-ce qu'on entend par enseignement immersif ? L'enseignement immersif est apparu au Canada dans les années 60 suite à l'insatisfaction des parents envers l'enseignement du français. Des programmes d'immersion ont alors été créés. Ils consistent à dispenser entièrement en français langue seconde des matières non linguistiques telles que les sciences, l'histoire ou les arts visuels. Dans ces cours, la langue seconde ne fait pas l'objet d'un enseignement explicite. Elle est acquise implicitement et progressivement par la pratique. L'enseignement immersif se décline essentiellement sous deux formes. L'immersion est totale lorsque 100% des enseignements sont dispensés en langue seconde. Elle est partielle lorsque 50% des enseignements sont concernés. Encouragé par les résultats des programmes d'immersion, le Conseil de l'Europe a créé en 1993 l'approche EMIL. L'acronyme EMIL signifie l'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère et son enseignement se distingue des programmes d'immersion nord-américains en intégrant l'enseignement explicite des règles et des propriétés de la langue seconde ou étrangère dans l'enseignement disciplinaire. J'ouvre ici une courte parenthèse. La recherche sur l'acquisition des langues a l'habitude de distinguer langue seconde et langue étrangère. Dans le premier cas, la langue est pratiquée dans l'environnement socioculturel de l'apprenant, contrairement aux langues étrangères. Pour faciliter la compréhension de mon exposé, je me contenterai d'utiliser pour les deux types de situations le terme de langue seconde, sauf si une différenciation s'avère indispensable. Revenons à EMIL. EMIL recouvre une multitude de modèles en Europe. Dans notre conception, EMIL veut dire que l'enseignement s'organise et se structure en fonction des savoirs disciplinaires visés
Et l'apprentissage de la langue est déterminé par les besoins de la matière enseignée. Je reviendrai sur ce point dans la deuxième partie de mon exposé. En ce qui concerne l'enseignement bilingue paritaire, ou plus précisément AOR, horaire paritaire, cette démarche regroupe les deux approches précédentes dans la mesure où 50% des enseignements sont dispensés en langue seconde et les enseignements sont disciplinaires et linguistiques. En France, cet enseignement est réservé en priorité à l'enseignement des langues régionales à l'école primaire. Au collège, cet enseignement se réduit généralement à environ 6 heures de cours par semaine et se dénomme enseignement bilingue. Les trois approches ont en commun l'enseignement d'une matière dans une langue qui n'est pas la langue première ou maternelle ou la langue de scolarisation des enfants. Contrairement aux cours traditionnels de langue, l'objectif premier est la discipline et non pas la langue. La progression des cours est disciplinaire et non pas linguistique. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'on se contente de plonger simplement les apprenants dans un bain de langue ou qu'on dispense en langue seconde un cours préparé en langue première. Dans les deux cas, on abandonne les apprenants et on les condamne à résoudre seuls leurs problèmes potentiels. Dans notre conception, enseigner une matière en langue seconde signifie construire une architecture complexe. Et lors de la planification des cours, cette architecture se réalise en plusieurs étapes successives afin d'intégrer les 4 domaines d'apprentissage concernés qui sont la discipline, la communication, la culture et le savoir apprendre. Chaque domaine est constitué d'un certain nombre de composantes dont l'enseignant doit tenir compte lors de la planification de sa séquence. À titre d'exemple, l'enseignement de la discipline repose sur l'analyse du thème, des prérequis, des objectifs à atteindre, des données de la situation d'apprentissage. Il doit choisir la méthode, les matériaux, les supports. Il doit construire un plan d'action, déterminer les formes sociales de travail et faire un bilan en fin de séquence pour vérifier si les objectifs ont été atteints. Je n'ai pas le temps ici de détailler davantage les 4 domaines d'apprentissage et je me contenterai de vous présenter une démarche qui justement permet d'intégrer la langue dans l'apprentissage disciplinaire. Précédemment, j'ai affirmé que l'apprentissage de la langue est entièrement déterminé par les besoins de la matière enseignée. Ce qui signifie concrètement que lors de la planification des cours, l'enseignant doit, dans une première étape, concevoir le déroulement ou un plan d'action provisoire de la séquence disciplinaire qu'il souhaiterait réaliser. Et ce plan d'action sert de base pour l'analyse linguistique ou l'analyse des besoins linguistiques. Et la question qui se pose est quels sont les éléments linguistiques indispensables pour l'apprentissage disciplinaire et plus précisément, quelles sont les activités communicatives impliquées dans les diverses tâches. L'apprenant doit par exemple comprendre une consigne ou en physique par exemple, il doit formuler un compte-rendu d'expérience. Et l'analyse formelle de la consigne
et du texte oral attendu par l'enseignant permet de déterminer les éléments indispensables au niveau du lexique, en grammaire ou au niveau du texte. Je précise tout de suite que cette analyse n'a pas pour fonction de prédéterminer ou de figer la communication en classe, mais elle sert à rendre transparent les exigences linguistiques de la séquence. Et ces exigences sont ensuite comparées avec le niveau de langue des élèves. Et la question qui se pose est: qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui présente un obstacle potentiel et demande un traitement spécifique? Et quels sont les éléments linguistiques qu'il faudra encore mémoriser? En d'autres termes, ce questionnement permet d'identifier l'étayage indispensable pour le bon déroulement de la séquence et il révèle éventuellement la nécessité de poursuivre des objectifs linguistiques intermédiaires. Les deux points donneront lieu à la modification du plan initial afin de l'adapter au potentiel des apprenants. Un dernier examen de la séquence entière doit ensuite vérifier si les apprenants disposent d'opportunités en nombre suffisant pour s'approprier les moyens linguistiques. Et cet examen peut générer une modification, par exemple, des formes sociales du travail, ou révéler la nécessité de rajouter encore des activités ou des tâches supplémentaires. Cette brève démonstration vous montre la complexité de la démarche, et cette complexité se trouve également au niveau de l'apprentissage, ce qui suscite chez certains des craintes, voire des réserves du type: est-ce que la multiplication des objectifs d'apprentissage ne conduit-elle pas à une surcharge cognitive? Ou la langue seconde n'est-elle pas un obstacle à l'apprentissage de concepts d'un haut degré d'abstraction? Et au final, la langue maternelle n'est-elle pas la plus optimale pour le développement cognitif des apprenants? À ces questions, la recherche donne les réponses suivantes. En ce qui concerne l'apprentissage disciplinaire, la plupart des études montrent que le niveau de connaissance atteint est aussi bon, parfois meilleur, en langue seconde. Il en est de même pour l'apprentissage de la langue maternelle, dont le développement n'est pas affecté par la démarche. En ce qui concerne les compétences langagières, on observe une meilleure confiance des apprenants et ils montrent une plus grande fluidité dans les productions orales du fait que l'inhibition de parler et la peur de faire des erreurs sont absentes. Après 5 ou 6 années d'enseignement, la compréhension de l'écrit et de l'oral est comparable à celle d'un locuteur natif et le lexique est en règle générale plus riche que celui d'un apprenant en cours traditionnel de langue vivante. Certaines études soulignent par ailleurs des effets positifs sur la cognition, comme par exemple une grande capacité à comparer, à classifier ou à formuler des hypothèses, et cette capacité facilite la résolution de problèmes dans certains domaines. On remarque le développement du contrôle cognitif
qui s'exprime par exemple par la capacité d'écarter des informations non pertinentes dans une tâche donnée. Et on remarque une grande divergence, flexibilité et créativité dans le raisonnement. La production orale et écrite, en revanche, montre des déficits au niveau du choix du lexique et en grammaire. Et les déficits en grammaire et l'absence de phrases complexes sont attribués à des comportements pédagogiques observés, comme par exemple la domination du cours magistral en classe, les peu d'opportunités offertes aux apprenants pour s'exprimer en continu ou de manière créative, et généralement, la production écrite n'est pas développée en classe, la priorité étant donnée à l'apprentissage disciplinaire. Après ce compte-rendu plutôt positif, vous risquez de penser, mais c'est pas mal, qu'est-ce qu'on attend? Il n'y a qu'à. Mais ce n'est pas aussi simple. Tout d'abord, il faudra replacer les résultats dans leur contexte. Au Canada, par exemple, le français a le statut de seconde langue nationale et on sait que la maîtrise de la langue est fortement impactée par la perception de sa fonction sociétale. Par ailleurs, les conditions de mise en application d'une innovation sont également déterminantes. En Hollande, par exemple, d'excellents résultats ont été produits par des classes dont les enseignants ont une expérience professionnelle d'au moins 6 à 7 années avant de suivre une formation dans l'enseignement bilingue. Et pendant la formation, ils ont profité de l'accompagnement d'un tuteur expérimenté et de la mise à disposition de documents didactiques facilitant la préparation des cours. En ce qui concerne la France, vous ne pouvez innover sans tenir compte de la culture éducative qui règle la vie de l'institution. La question qui se pose est de savoir est-ce que la démarche est compatible ou adaptable au programme, aux didactiques des disciplines, et si oui, alors quels sont les changements à apporter à l'enseignement? Quels sont les matériaux à développer et à mettre à la disposition des enseignants? Comment former les enseignants à la double qualification disciplinaire et linguistique, et par qui? Et enfin, il faudra tenir compte aussi du fait que toutes les questions didactiques n'ont pas encore trouvé de réponse, comme par exemple l'évaluation de l'apprentissage linguistique dans un contexte qui privilégie l'apprentissage disciplinaire. Pour illustrer ce problème, prenons par exemple l'évaluation de la compréhension d'un texte écrit, pour laquelle le CELF, l'agence du Conseil de l'Europe, vous propose l'évaluation suivante. Je vous laisse lire. En analysant les deux niveaux de compétences, vous remarquez que la différenciation des niveaux repose sur des descripteurs qui paraissent tout à fait pertinents pour l'enseignement de l'histoire, mais certainement pas pour les mathématiques. Dans les deux matières, le texte écrit a ni la même place, ni la même fonction. La forme du texte diffère ainsi que son traitement, et donc forcément, les apprentissages ne peuvent être identiques.
Autrement dit, on ne peut pas simplement transposer des modalités d'évaluation d'une matière à une autre, mais l'évaluation doit tenir compte des réalités et des nécessités de la matière enseignée, et l'apprentissage linguistique doit se définir en fonction des savoirs et des objectifs disciplinaires visés. Malheureusement, il s'agit là d'un domaine de recherche à peine exploré. Pour conclure, l'ensemble des éléments évoqués met en évidence la nécessité d'un important travail d'analyse, de réflexion, de préparation en amont. Ce travail ne peut être simplement délégué aux enseignants, mais il requiert l'investissement et la collaboration surtout de tous les acteurs impliqués qui sont les décideurs, les chercheurs, les enseignants et les élèves. Merci. Merci bien, je passe la parole au jury. Merci beaucoup. J'aimerais reprendre un peu les discussions et vous poser une question sur les groupes témoins qui ont été utilisés, c'est-à-dire à quel groupe d'élèves avez-vous comparé pour les compétences langagières, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les groupes témoins qui auraient été... Pardon, je ne suis pas claire. Non, je ne comprends pas. Je n'ai jamais parlé de comparaison de... c'est-à-dire que lorsqu'on définit, par exemple, qu'une compétence orale est meilleure, on compare avec quels élèves? Ah oui, avec les classes monolingues. C'est ça. Avec les classes monolingues, oui, c'est des études internationales qui ont été D'accord. faites autant au Canada qu'en Espagne. Parce que du coup, je me posais la question de... Donc, on a vu, par exemple, que... Et aussi, excuse-moi, avec des cours traditionnels de langue, bien sûr. D'accord. Parce que je me posais la question, parce qu'on a vu, par exemple, que sur les compétences en LV1 en allemand, il y avait un biais lié à l'origine sociale des élèves qui... Oui, présélection, oui. Et donc, je ne sais pas si dans les études au Canada où on retrouvait peut-être cette stratégie. En France, en tout cas, cette stratégie existe, la stratégie familiale de faire... Ça a été reproché à certaines recherches, justement, sur le plan international, qu'on n'a pas regardé, par exemple, l'appartenance sociale des apprenants. Ça a été critiqué, mais il y a aussi d'autres études qui, justement, ont évité ce problème-là. D'accord. Et en particulier, par exemple, il y a une étude en Allemagne qui a commencé à l'école maternelle jusqu'au collège. Et tous les ans, les enfants des classes immersives et des classes monolingues, qui n'apprennent pas la langue à l'école primaire, ont été comparés pendant 6-7 ans. Et on retrouve les mêmes résultats. Okay, oui, merci beaucoup. À fait. Et donc, vous écrivez aussi que le dispositif EMIL, ou l'enseignement bilingue paritaire, exige la mise en place d'une approche pédagogique particulière. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de cette pédagogie particulière? Et quelles seraient les conditions pour vous nécessaires à la mise en place de ces dispositifs, s'il vous plaît? Oui. Ça fait deux questions très importantes. D'abord, les points de départ sont évidemment différents, c'est-à-dire... en classe EMI ou dans la démarche EMIL, la langue s'insère dans la culture disciplinaire. Ce qui veut dire que l'apprenant, il découvre des contenus nouveaux, des méthodes de travail nouvelles et des façons de penser nouvelles. Donc, vous voyez, et ça, c'est déjà une différence. Et par ailleurs, il est très vite confronté à la complexité des systèmes langagiers, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas que la langue, et il y a aussi d'autres systèmes sémiotiques, etc. Et donc la première tâche, évidemment, vu la complexité de l'environnement linguistique ou langagier, de l'enseignant consiste évidemment d'abord d'identifier les difficultés potentielles, de réduire ces difficultés-là, et aussi de proposer un étayage. L'étayage, par exemple, au niveau, évidemment, la première chose, il faut qu'ils comprennent
Donc, c'est l'étayage de la compréhension. Et ce qui veut dire aussi que l'enseignant lui-même doit déjà maîtriser les techniques pour se faire comprendre. Il n'y a pas que le langage verbal. Il y a la communication multimodale, il y a le corps, il y a la visualisation, etc. etc. Il y a aussi des astuces didactiques. C'est pour se faire comprendre, on commence avec le langage que les élèves maîtrisent déjà pour ensuite introduire le langage académique. Voyez. Et donc ça, c'est déjà une chose. Et l'autre, il y a un étayage possible au niveau de la production orale ou écrite. Hein. Donc, toutes ces techniques, même un enseignant de la discipline, il doit les connaître pour être efficace. Hein. Et il faut aussi vu la complexité de l'enseignement, il faut enseigner aux élèves des stratégies de travail et d'apprentissage afin qu'eux aussi acquièrent une certaine autonomie et de ces stratégies font partie également, par exemple, les stratégies de compensation. Je veux dire quelque chose, je ne maîtrise pas le vocabulaire, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas que l'enseignant, vous voyez, mais aussi l'apprenant. Et une autre chose qui est très importante dans cet environnement, c'est des stratégies de travail. C'est-à-dire, par exemple, un élève doit produire un texte où il doit faire un compte rendu. C'est quoi un compte rendu? Vous voyez, quelle est la différence entre un compte rendu et une description? Alors l'enseignant, s'il lui montre la structure du texte, c'est déjà un étayage pour faciliter, etc. Mais vous allez me dire, ce que je viens de vous dire, ça existe aussi en cours de langue traditionnelle. C'est pas une nouveauté, on ne peut pas dire ça. Mais je pense que c'est l'urgence qui est différente. Un cours Émile ne peut pas fonctionner si on ne met pas vraiment en place ces stratégies d'enseignement. Une dernière question ? Oui. Vous évoquiez tout à l'heure les bénéfices quant à certaines activités langagières, notamment en compréhension de l'oral et de l'écrit. Mais il n'en est pas de même, vous l'avez répété aujourd'hui, concernant les compétences de production orale et écrite. Alors est-ce que vous avez des pistes d'action à proposer pour que ce type de dispositif puisse avoir également des effets de bénéfice sur la production de l'oral et de l'écrit? Oui. En fait, c'était la grande critique déjà au Canada, mais au Canada, je l'ai dit à l'introduction, la langue est acquise implicitement et voilà, donc ça se comprend que par exemple l'Isteranta, ils ont proposé l'approche équilibrée entre contenu et langue, même pour le Canada. Mais je pense que la première chose que pour moi, le plus important, c'est déjà que l'enseignant, autant que l'apprenant, qu'il sache finalement quelle est la différence entre comprendre et parler. Et si je parle tout le temps, donc si je fais un cours frontal, les élèves sont obligés d'entendre, de comprendre, mais ils ne vont pas produire. Alors pourquoi eux, ils doivent produire? Et pour les amener à produire, donc je renvoie par exemple à Swain et en bon français, output compréhensible, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? L'enseignant peut les aider évidemment déjà en préparant la séquence. Quand il sait quels sont les moyens linguistiques qu'il nous faut, quand il sait ce qui n'est pas là, on peut déjà préparer une séquence comme ça, dans une phase préparatoire. Pour vous donner un exemple, en géographie, les enfants doivent apprendre une dimension, être de travers, vous voyez. Et on leur montre trois images, 3 photos, et ils doivent décrire cette image-là. Et donc, je sais très bien, en décrivant les 3 photos, les prépositions sont primordiales. Donc, ça, c'est un travail que je peux faire en amont. Vous voyez. Donc, déjà, je peux anticiper, je peux aussi donner des formulations. Par exemple, quand on discute, quelles sont les
les formules nécessaires pour une discussion. Ça, c'est des choses qui se répètent aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire en plus? On peut aussi faciliter, par exemple, quand on sait du doigt argumenter, déjà quand tu sais c'est quoi argumenter. Oui, là, on travaille plutôt dans le domaine de la cognition, mais c'est une aide aussi, c'est un étayage pour faciliter l'accès. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des formes de travail évidemment coopératives. Et là, je dois dire, il y a beaucoup de littérature sur ces formes de travail en anglais et en allemand. Et voilà. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une prise de conscience aussi que l'apprentissage, c'est d'abord un travail individuel. Et c'est pas parce que l'enseignant est au centre de l'interaction que l'apprenant apprend. C'est plutôt l'inverse. J'avais une question Internet, mais en fait, vous y avez répondu en parlant. Peut-on envisager une collaboration entre l'enseignant de langue et l'enseignant de la discipline, sous-entendu, Oui. en mettant en place des projets de mise à niveau linguistique en relation avec les besoins des élèves et la spécificité de la matière. Là, le contributeur parlait de SVT maths, mais votre exemple de géographie répond un peu. Ouais, C'est-à-dire oui, qu'en tout à fonction fait. des spécificités de la discipline, préparer un peu le vocabulaire ou les outils nécessaires pour justement... Mais là, vous faites allusion à un autre problème, c'est-à-dire la question est aussi, est-ce qu'on a des enseignants qui sont assez compétents en langue pour enseigner les mathématiques, par exemple en seconde, vous voyez? Et il y a des pays qui disent il suffit de mettre 2 enseignants dans une classe, un enseignant de discipline et un enseignant de langue. Et les deux opèrent ensemble. En Alors, gros, du je dis co-enseignement. franchement, moi, personnellement, je ne crois pas trop que ça pourrait marcher en France et que ça pourrait marcher tout court. Parce que même en Alsace, vous savez, il y a à moitié des enseignements dans le cadre des langues régionales. C'est donc un prof bilingue et un autre enseignant. Mais déjà là, la coopération, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Donc, je pense que c'est effectivement un problème. Comment trouver déjà les enseignants capables d'enseigner la discipline dans une autre langue? Je vous remercie.